Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live La Tribune. Les banques en première ligne dans la crise, telle est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui en partenariat avec la Banque Populaire du Sud, que je remercie. Nous allons donc voir comment et quel rôle joue le système bancaire aujourd'hui avec tous les outils qui ont été mis en place pour aider les entreprises dans ce contexte très difficile qu'elles rencontrent, lié bien sûr à la crise du coronavirus. Alors, les interrogations sont nombreuses et la résilience est de mise dans ce contexte et on n'a jamais connu un choc aussi brutal pour l'économie mondiale, bien sûr, et française en particulier. Alors, pour en débattre avec nous aujourd'hui, nous avons quatre invités. J'ai quatre invités. On va échanger ensemble pendant 45 minutes. On aura également la possibilité, vous aurez la possibilité de donner et de poser vos questions, de donner pourquoi pas votre avis. Avec nous pour débattre aujourd'hui, Benoît Viguier, directeur des entreprises et des ingénieries au sein de la Banque Populaire du Sud. Bonjour Benoît Viguier. Bonjour. Bonjour. Pierre-Laurent, voilà, Pierre-Laurent Berne, également pour la BPS, directeur du réseau au sein de la BPS. Bonjour Pierre-Laurent. Bonjour Jean-Claude. Nicolas Gérès également est avec nous. C'est le chef d'entreprise qui est autour de, j'allais dire, ce tour d'écran, hein, puisque ce n'est pas un tour de table. Donc, Nicolas, vous êtes le CEO, le président de Bulan, qui est basé à Fabrègues dans l'Hérault. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Et Philippe Lamourou, enfin, président de l'Ordre régional des experts comptables pour la région de Montpellier. Alors, merci à vous d'être présents avec nous. Évidemment, on va dérouler d'une certaine façon cet échange, cette conférence. Je vous propose tout d'abord de faire un bilan d'étape avec vous sur les différentes aides, les différentes mesures que vous avez mis en place, notamment dans le système, pour le système bancaire. Donc, on a effectivement les prêts, les reports de prêts, mais également le PGE, et puis tout un tas de dispositifs que vous avez su mettre en place, vous les banquiers. Donc, vous nous expliquerez ça. Nous aurons effectivement un regard aussi sur la mobilisation de vos équipes parce qu'elles ont été très fortes, que ce soit aussi bien pour vous, banquiers, qu'experts comptables, ou même on aura l'expérience de Nicolas au niveau de son entreprise. Et nous verrons aujourd'hui comment vous avez mis en place ces dispositifs. Voilà, donc avec aussi cette relation peut-être qui est différente aujourd'hui entre les différents acteurs que vous êtes. La relation aussi peut-être entre les chefs d'entreprise et les banquiers a évolué, donc on en parlera ensemble. Également, peut-être, les relations entre acteurs privés, publics est différente aujourd'hui. Ce sera intéressant d'en débattre avec vous. Et puis, on se projettera, bien entendu, sur la reprise. Alors, quand je dis la reprise, attention, raison gardée, c'est en tout cas la sortie, la reprise d'activité. Et puis après, effectivement, on se projettera avec vous pour voir qu'est-ce qu'il convient de faire pour cette reprise. Voilà. Alors, je vous propose tout d'abord d'en venir aux questions. Une première question pour vous, Pierre-Laurent Berne. Je parlais de bilan d'étape dans mon propos préliminaire. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui pour l'activité que vous gérez au sein de la Banque Populaire du Sud en termes de demande sur toutes ces mesures d'accompagnement au niveau financier? Alors, encore une fois, ces mesures ont pour principal objet d'aider les chefs d'entreprise qui ont finalement une exploitation qui s'est dégradée et donc de pallier à cette perte d'exploitation brutale, comme je le disais tout à l'heure. Jean-Claude, ce qui a été important, donc, comme tu le disais, hein, on est face à une crise donc, sans précédent, hein, qui touche bien sûr l'économie nationale et notre économie régionale, hein. Donc, au niveau de la Banque Populaire du Sud, pour nous, il était important donc, d'agir sur 4 points. Premièrement, donc, on a largement informé nos clients, hein, au travers de notre site Internet, mais aussi avec beaucoup de communication que l'on a effectuée auprès des clients. Quelques chiffres, hein, mais c'est près de 600 000 mails, 200 000 SMS. Donc, on a beaucoup informé. On s'est aussi beaucoup informé et on a beaucoup échangé, que ce soit avec eh bien, nos collègues de place, hein, également avec les chambres consulaires, les ordres, bien évidemment,
la FBF qui était aussi à la manœuvre sur le sujet, c'est évident. Donc ça a été la première chose, informer les clients sur les mesures d'accompagnement. Ensuite, nos clients, on les a contactés. On les a contactés. Ça, c'était un point très important pour nous. Donc, toutes nos équipes ont été donc à la manœuvre pour les contacter. Bien évidemment, nos agences généralistes, mais nos agences aussi spécialisées. Et on a massivement contacté nos clients pour évoquer avec eux leur situation par rapport à cette crise. On peut avoir une idée de ce que ça représente en termes de volume, le nombre d'appels que vous avez pu avoir, le nombre de dossiers traités? Le nombre d'appels, alors pour les dossiers, si tu veux, donc j'y viens. La première demande, quand on a échangé avec nos clients, ça a été le report de leurs prêts, tous les prêts qu'ils avaient amortissables chez les professionnels. Hein. Donc, ces reports de prêts amortissables, on a fait un choix au niveau Banque Populaire du Sud de les reporter massivement, de façon industrielle, pour aller plus vite et pour répondre donc plus rapidement à la demande de nos clients. Industriel, ça veut dire que ça a été automatisé en fait. Hein. C'est-à-dire Voilà, qu'il n'y avait pas le délai habituel qu'on rencontre quand on fait ce type de demande, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Tout en l'encadrant juridiquement, on est allé plus vite et on l'a fait massivement, c'est-à-dire pour les secteurs les plus touchés dans un premier temps par le Covid. Donc ça représente plus de 20 000 prêts qui ont été reportés en très peu de temps et plus de 110 millions donc, de prêts reportés, ce qui est venu alléger donc, la trésorerie. Ça a été le cas donc, pour les prêts professionnels. Et puis, on a eu des demandes aussi hein, sur les prêts immobiliers. Pourquoi? Parce qu'on a bien sûr beaucoup de professionnels aussi en double relation. Donc, bien évidemment, ils avaient un besoin. C'est à peu près 3200 prêts qu'on a reportés au niveau immobilier. Et dernier point, il faut le dire, était quand même important pour nous aussi, c'était nous réorganiser parce que cette crise du Covid, certes, elle touchait nos clients, mais elle nous touchait également. Hein. Donc, on a fait le choix donc, de conserver nos agences ouvertes. Hein. Plus de 95% de nos agences sont restées ouvertes depuis la crise du Covid, ce qui permet quand même d'avoir un relais de proximité hein, pour tous nos clients. Bien évidemment, même si ça s'est beaucoup passé par téléphone, mais quoique, on pouvait exceptionnellement recevoir nos clients tout en préservant donc leur sécurité et celle de nos collaborateurs. Et puis, on a développé massivement le travail à distance avec des équipes informatiques qui ont fait un travail remarquable. Et aujourd'hui, on arrive à avoir toujours plus de 95% d'agences ouvertes et 50% de nos collaborateurs en présentiel et 50% en télétravail. Donc, merci Pierre-Laurent. Voilà. Merci Pierre-Laurent. Donc, un autre dispositif qui a été mis en place et dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est le PGE, le fameux prêt garanti par l'État. Alors là, c'est Benoît Viguier qui va nous en parler. Pareil, en termes de dimension, en termes de volume traité, j'imagine que vous avez été assailli par les demandes. Comment vous avez traité ce dossier PGE d'un point de vue global, Benoît? Juste, je reviens chronologiquement, juste un petit peu avant, je reviens au 11 mars. Il y a une volonté forte, hein, et ce n'est pas forcément la grande force des banquiers, les clients nous le disent souvent, vous manquez de proactivité, vous ne venez pas assez me voir, vous ne venez pas vers moi assez souvent. Je crois qu'il y a un événement historique, hein, très clairement. Donc, on a essayé modestement hein, mais de répondre à cette demande-là, et dès le 11 mars, on s'est dit, voilà, il faut appeler, les gens sont dans des situations compliquées, les dirigeants, leurs entreprises, et en 3 semaines, c'est 90% des clients professionnels et entreprises qui ont été contactés. Bon, et puis on est rentré dans cette période à partir du 16-17 mars, et il y avait 3 choses hein, qui nous ont forcément aussi bouleversés. Il a fallu prendre la mesure très très vite. Il fallait faire plus, parce que le nombre de demandes de report d'échéance de PGE vont exploser. Hein. Globalement, en un mois, sur les PGE, je vais revenir sur les chiffres un peu plus précisément, on a accordé autant de crédits pratiquement que sur un an. Hein. Bon, voilà, donc ça, c'est important. Il fallait faire vite, parce qu'il y a des situations, voilà, et les banquiers, des fois aussi, on n'est pas forcément adepte de cette rapidité-là. Il fallait faire très vite, et il fallait faire différemment, plus de contact. Et là, on a appris, et on en reparlera, je pense, et c'est parmi les points, pas positifs, mais où toutes les entreprises, tout le monde économique se révèle, se disant, mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire en termes de process,
Mais là, on a inventé des choses, Il y la signature électronique, etc. Il y a eu un grand bouleversement, disais-je, dans la façon, effectivement, que vous avez travaillé. Mais je crois qu'on y viendra. Je pense que c'est un petit peu tous les corps de métier qui ont un petit peu fait leur révolution avec cette crise. Alors, juste pour finir ce premier point avec vous, Benoît, donc, en termes de globalité, ça représente un volume de combien de millions d'euros ouais. débloqués? J'ai été regardé, hein, parce qu'on a des chiffres. Au niveau national, c'est 70 milliards de PGE qui ont été demandés en date du 23 avril. C'est 43 milliards qui ont été accordés par les banques et c'est 277 000 bénéficiaires. Sur l'Occitanie, c'est près de 3,8 milliards. J'insiste bien, on est au 23 avril, hein, donc on a dépassé largement sur l'Occitanie les 4 milliards. C'est 28 000 bénéficiaires pro et entreprises sur la région Occitanie. Et j'insiste beaucoup, hein, c'est la BPS, on organise, on échange. C'est évident que ce n'est pas que la BPS, c'est l'ensemble des banques. Il n'y a aucun sujet qui se sont mobilisés et tous les collaborateurs des banques qui se sont mobilisés sur tout le territoire. Au niveau de la BPS, à date, au 4 mai, c'est 500 millions de crédits PGE qui sont en train d'être traités. C'est 340 millions qui ont été accordés pour 3400 bénéficiaires. Donc ça, c'est extrêmement important. Et juste un dernier chiffre, hein, je pense qu'après, on donnera peut-être moins de chiffres, mais c'était un des éléments, hein, bien évidemment, et on savait qu'on était attendu. C'est sur le taux de refus. Il y a eu au début quelques échanges. Aujourd'hui, au niveau national, c'est 2,4%. Au niveau de la BPS, c'est 1,2% des dossiers et c'est 0,8% en montant. Oui, donc, et sur les entreprises, si je fais un focus entreprise, c'est 0,6% des dossiers entreprises qui sont refusés à date. Voilà, pour montrer que je crois que tout le monde est sur le coup. Et le côté très positif du système. Alors, je me tourne maintenant vers Philippe Lamoureux, donc président de l'Ordre régional des experts comptables. Comment vous, au niveau de la profession des experts comptables, vous êtes mobilisés? Parce que on a écrit, on a eu un titre là pour cet événement qui était les banquiers en première ligne, mais vous aussi, vous avez été en première ligne dans ce combat qu'il fallait mener. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous, Philippe. Alors, déjà, donc, je représente la profession de l'ex-Languedoc-Roussillon et de l'Aveyron. Je voudrais quand même circonscrire un peu le périmètre, ce qui représente plus d'un millier d'experts comptables et 5 à 6 000 collaborateurs dans les cabinets. On a vécu, alors moi je parle même plus de crise, je parle d'infarctus carrément, parce que l'économie s'est complètement arrêtée du jour au lendemain et il a fallu se réorganiser. Et pour démarrer, je voudrais simplement rappeler ce qu'a dit Nicolas Bouzou, qui est pourtant pas toujours très tendre avec notre profession. C'est vrai. Il a dit que s'il y avait une profession qui avait été bluffante dans cette crise, c'était bien la profession d'expert comptable. Donc il ne dit plus maintenant que vous allez disparaître, c'est ça, Philippe? C'est ça, exactement. Il y a quelques… en 2019, il disait qu'on allait disparaître, et là, il dit qu'on a été une profession bluffante. Et là, je suis prêt à le croire. Et je pense qu'il reverra peut-être sa position, effectivement, sur la disparition de la profession d'expert comptable, parce que qu'on disparaisse en tant que comptable, peut-être, mais on ne disparaîtra pas en tant qu'expert, en tant que conseil de l'entreprise. Et cette crise est là pour le prouver. Et je voudrais avoir donc justement un remerciement déjà appuyé pour tous mes consoeurs et confrères, parce que nous ne sommes pas une structure organisée, je dirais, en une seule société. On est 1000 experts comptables. C'est des adhérents, en fait. Hein, avec, bien sûr. Voilà, 1300 structures sociales, et tout le monde a réagi. Je crois que je n'ai eu que de manière ponctuelle, de pouvoir remonter la première semaine où il a fallu, tout le monde s'est mis en télétravail, ce qui prouve que les experts comptables étaient bien organisés en manière numérique, si vous voulez, pour encaisser le coup. Ils avaient les outils, mais ils ne les utilisaient pas. Donc, ils se sont tout de suite mis en télétravail. Bien sûr, on ne pouvait plus accueillir le public, mais tout ce qui était effectivement conférence visio, conférence téléphonique et tout a pris le pas. Il y a eu surtout un gros travail, effectivement, comme nos amis banquiers, de communication, de soutien et d'accompagnement, parce que les entrepreneurs se sont retrouvés démunis face à ce qui arrivait, face à cet infarctus, et puis après, face à tout ce qu'on leur a proposé, parce qu'on a eu du travail.
On y reviendra, Philippe, on y reviendra si vous voulez bien. Nicolas Gérès, vous êtes le CEO, le président de Bulan, qui est basé à Fabrègues. Donc, votre technologie, elle est très innovante. C'est la flamme hydrogène, hein, pour résumer. J'ai fait vraiment un grand résumé. Je disais Fabrègues, 19 salariés, non, 15 salariés, pardon, et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, c'est-à-dire l'année dernière. Puis là, le coronavirus arrive. Quel impact déjà pour votre entreprise aujourd'hui? Et puis, comment finalement vous êtes-vous organisé durant ces 2 mois de confinement avec vos collaborateurs? Oui, alors effectivement, on est une start-up, enfin, une entreprise innovante qui est en pleine croissance. On démarre l'année avec une belle croissance en 2019, avec des très très beaux projets dans les cartons. Et puis, effectivement, la crise arrive. Oui. D'abord, on a opté pour la non-précipitation, puisque je crois que c'était important d'encaisser un petit peu le choc et de voir comment vraiment on allait être impacté. Il fallait attendre les premières semaines, 2-3 premières semaines, avant de pouvoir faire des mesures précises en termes d'indicateurs d'activité, voir comment on était vraiment impacté. Ensuite, on a organisé une stratégie de crise, un petit peu comme tout le monde. On a commencé à mobiliser les différents dispositifs qui ont été évoqués et qui nous ont beaucoup aidés. Et puis ensuite, on a positivé la situation en essayant tout en préservant la trésorerie d'entreprise, tout en préservant Bulan du confinement, de trouver les projets, on va dire, les activités qu'on pouvait profiter de la situation pour les mettre en œuvre, comme par exemple l'optimisation de process dans l'entreprise qui sont difficiles à mettre en œuvre quand on est en pleine croissance. Pour fluidifier les process, innover de l'intérieur, j'ai envie de dire, et puis se préparer à la relance. Alors, clairement, c'est vrai qu'on a une activité à double, hein, chez Bulan. On est d'abord fabricant d'équipements innovants. Donc, la partie industrielle a été très impactée, clairement, avec d'abord la partie logistique, puis fabrication, puis vente. Et puis ensuite, sur la partie R&D, on a une partie études qu'on a pu maintenir et préserver le plus possible, on va dire, en télétravail. Et par contre, la partie expérimentale, puisqu'on met au point de la technologie sur des bancs de test et sur Paillasse, là, a été un peu plus difficile. Donc ça, c'est le côté négatif de ce qui nous est arrivé. Par contre, il y a vraiment un côté positif. Je rejoins ce que Benoît disait juste avant, c'est qu'on a vu de très, très belles choses. La première chose que je voudrais souligner, c'est vraiment la mobilisation de tout l'écosystème, évidemment avec les banques en première ligne, puisque c'est le thème de la journée dans cette, si je puis me permettre, tribune populaire, hein, sans jeu de mots. Mais derrière les banques, il y a tout un écosystème, il y a les experts comptables. Mais on y reviendra, Nicolas. Si vous permettez, on va maintenant laisser la parole à Philippe Lamouroux pour avoir peut-être une vision un petit peu macro de ce qui s'est passé dans la région. Si vous avez quelques chiffres, hein, mais globalement sur l'analyse que vous faites, l'observation que vous faites de l'économie régionale liée bien sûr à l'activité des entreprises, donc l'ensemble de vos clients au niveau de l'ordre. Est-ce qu'il y a eu par exemple de la casse? Est-ce qu'on peut noter déjà durant cette période de confinement des défaillances d'entreprises ou alors pas du tout? Ça a plutôt bien réagi. Quelle est la première vision que vous avez de notre écosystème? Non, malheureusement, je vais être un petit peu cynique. Les défaillances, c'est pas maintenant. On en reparlera, je pense, après. Au contraire, actuellement, tout le monde est, comme on peut dire, toutes les entreprises étaient en réanimation. Elles sont sous respiration artificielle. Et là, ça se passe bien parce que effectivement, le plan du gouvernement est sans mesure et a joué à plein. Et tous les partenaires ont joué à plein, que ce soit effectivement, comme disait tout à l'heure Nicolas, l'écosystème tout autour, que ce soit les banquiers, que ce soit les administrations, tout le monde a joué à plein. Et là, on tient les entreprises, on les tient à bout de bras. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de souci, il faut le dire, les reports d'échéance des banquiers se sont percés, comme je le dis, et je peux le dire vu de l'extérieur, parce que je ne suis pas toujours effectivement tendre avec nos amis banquiers, ça s'est super bien passé, c'était très très bien. L'URSSAF aussi, ça s'est très très bien passé, tout ça. Donc là, on a eu déjà tout de suite, dans la première semaine après le confinement, il y a eu ces éléments qui ont permis tout de suite aux entreprises de bien souffler. Après, on a eu la mise en place de l'activité partielle,
qui a été un peu plus difficile, mais c'était un monument quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a près de 12 millions de salariés en France en activité partielle, en chômage partiel. Donc, il fallait mettre une plateforme en place pour traiter tout ça. On a eu des difficultés, mais justement, comme on a initié une collaboration avec l'administration, notamment à la directe, ça c'est on a réglé tout ça. Il y a eu le PGE qui a eu du mal à démarrer et après ça s'est bien régularisé et ça fonctionne relativement bien maintenant. Donc, le seul petit regret qu'on peut avoir, c'est que ça manque. C'est dommage qu'on n'ait pas uniformisé les demandes avec tous les banquiers. Moi, je rêverais quand vous dites ça, Philippe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je rêverais d'un monde où les banquiers soient tous d'accord entre eux et nous demandent un seul dossier, le même pour tout le monde. Aujourd'hui, la BPS nous demande un dossier, la BNP un autre dossier, et ainsi de suite. Et c'est si différent que ça? Ah oui, c'est différent. Il y a surtout des critères un petit peu différents et il y en a qui demandent des attestations, d'autres qui ne demandent pas d'attestation, d'autres qui demandent des certifications de bilan, d'autres qui ne le demandent pas. Certains demandent des assemblées générales, d'autres ne les demandent pas. Donc, c'est un tout. J'aurais aimé, mais ça, c'est un rêve, je dirais, un rêve que tout le monde, justement, autour de cette crise, disent, eh ben, on fait un dossier unique, comme on a fait d'ailleurs, ce qui a été formidable. Bon, globalement, vous dites quand même que globalement, vous dites quand même que ça a plutôt bien fonctionné. Ah non, mais ça a bien fonctionné. Sur des systèmes comme ça, qui sont quand même très lourds, il faut quand même le voir. Et je crois que Benoît Viguier l'a dit tout à l'heure, puisque en un mois, ils ont fait autant de prêts qu'en un an, quoi. Donc, c'est très, très lourd. Il y a, comme d'habitude, des difficultés de mise en place. Ça se passe très bien maintenant. Ça a pris un rythme de croisière et il n'y a pas de souci majeur. Alors, on a toujours des petits, sur la base des petites difficultés, mais globalement, ça s'est super bien passé. Merci Philippe. Il faudra qu'on le retienne pour la suite. Jean-Claude, si je peux intervenir par rapport au propos d'une phrase. D'une phrase. Il faut voir aussi qu'on nous a demandé, mais à la profession et puis bien sûr au niveau des experts comptables aussi, à mettre en œuvre un prêt comme le PGE bien sûr. En un délai très court. S'était jamais passé par le passé. Et avec des volumes pour être plus précis, moi je pense que, et on entend, et c'est vrai qu'il y a eu 15 jours où, au vu de la situation critique de certains dirigeants, bien évidemment que les réactions sont compréhensibles. Avec un tout petit peu de recul aujourd'hui, moi je pense qu'on nous aurait dit vous allez faire ça en 15 jours, mais là encore une fois collectivement, c'est un plan Marshall de 300 milliards. C'est-à-dire qu'il y a une FAQ qui est tombée. Et après, vous voyez, donc bien évidemment que voilà, pendant une semaine, 15 jours, après, bon, voilà, et je pense que, voilà, aujourd'hui, on aurait fait le débat il y a un mois, peut-être qu'il y aurait eu, là, aujourd'hui, nous, là, on n'a pas eu beaucoup de remontées de clients. Il y a, en plus, au-delà de ce que je disais, ça veut dire qu'il y a la médiation de crédit qui est là aussi. Et il y a 61%, c'est les derniers chiffres de la Banque de France, sur les 1,2% de refus, 1,6, pardon, 61% de ces refus-là trouvent une issue positive avec la médiation crédit. Alors, je vous propose d'avancer un petit peu maintenant, parce qu'il faut aborder aussi des questions pratico-pratiques pour ceux qui nous écoutent, parce que je pense qu'il va y avoir aussi des interrogations pour ceux qui nous écoutent, il va falloir y répondre. Benoît Viguier, vous aviez la parole, je vais vous la laisser. Là, pareil, une petite introduction sur votre vision de ce que le premier enseignement peut-être, ou les premiers enseignements que vous tirez de cette crise. Ouais. Très rapidement, parce que je pense que voilà, on a une vision, mais je crois que c'est quand même important par rapport à la dernière crise qui datait de 2008. Il y a au niveau européen, au niveau français, au niveau mondial, une réaction, et sans doute parce qu'on a tiré certains enseignements de 2008, une réponse en termes de rapidité au niveau européen et français qu'on n'avait jamais vu, et en termes de montant. Hein, juste un chiffre, parce qu'il y en a beaucoup. Le rachat de dettes publiques ou privées, ce qu'on appelle assouplissement quantitatif ou quantitative easing, c'est plus de 1100 milliards au niveau européen. Donc ça, c'est quand même énorme. Pour revenir plus en local et pour ce qui nous concerne plus, moi, je pense vraiment, c'est qu'en 2008, les banques en faisaient partie du problème, hein, de manière très claire. Aujourd'hui, modestement, on fait partie de la solution.
Et ça, c'est une fierté pour les collaborateurs qui explique aussi la mobilisation. Et ça nous oblige aussi, hein, cette fierté-là nous oblige d'être une partie de la solution. Voilà, on l'a commencé à le dire sur, en temps de crise, il y a des choses qui deviennent possibles. Banquier, c'est pas être forcément le plus souple. On n'est pas une start-up. On a aussi des contraintes. On a une culture. Voilà, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on pivote sur certains sujets et on en reparlera. Je pense qu'il faudra qu'on continue collectivement avec les experts comptables, avec les entreprises, à continuer là-dessus. Moi, j'insiste sur cette période-là parce qu'il faut le dire, c'est difficile pour tout le monde parce qu'on vit dans un monde incertain comme jamais on avait vécu dans un monde incertain. Alors, on ne sait pas dans un mois où on sera. Voilà, donc ça, c'est quand même… On va y revenir, Benoît. Oui. Parlons maintenant du PGE, s'il vous plaît. Donc, le prêt garanti par l'État. Benoît, un rappel peut-être de certaines règles concernant le PGE. Qui c'est qui a droit? Alors, on parlait tout à l'heure du taux d'acceptation très élevé que vous avez donné, enfin plutôt l'inverse d'ailleurs. Oui. Les critères d'éligibilité, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas fait encore la démarche, quels sont-ils, ces critères? Alors, rapidement, hein, parce que, encore une fois, la FAQ, elle doit faire une vingtaine ou une trentaine de pages. Le PGE, prêt garanti par l'État. La première chose, et ça, au début, ça a été aussi difficile à comprendre pour certains clients ou au niveau français, c'est pas un prêt BPI. C'est un prêt qui est accordé par les banques françaises et garanti. Je reste là dans le cadre, hein, parce que pour les PME, globalement, de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est garanti à 90% par l'État, à un taux la première année de 0,25. Il s'adresse à toutes les entreprises. Là aussi, pendant 15 jours, c'est vrai qu'il y a eu des allers-retours entre le Trésor et les banques. Il s'adresse à tout le monde, hors sociétés civiles immobilières, les SCI, les établissements de crédit et les sociétés de financement. Et au niveau de la situation réelle de l'entreprise, le seul cas, c'est une entreprise ne peut pas être éligible au dispositif si elle fait l'objet d'une procédure collective, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire. C'est les seuls critères. Au départ, il y avait des critères européens d'entreprise en difficulté où on considérait que l'entreprise n'était pas éligible. Au bout, je ne me rappelle plus exactement la date, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, le gouvernement a fait tomber ce critère-là d'inéligibilité, ce qui nous a permis aussi, des quelques dossiers qu'on avait refusés pour ces critères-là, qu'on a réétudiés à l'aune des nouvelles directives voilà. Chiffre important qu'il faut retenir, c'est l'entreprise a droit jusqu'à 25% de son chiffre d'affaires ou 2 ans de masse salariale. Là aussi, ça a expliqué aussi certaines analyses spécifiquement pour les startups un peu spécifiques. C'est bien un crédit qu'il faudra rembourser. Vous le rembourserez dans 1 an. C'est un crédit court terme à 0,25%. Et c'est l'entreprise qui décidera de dire je rembourse tout ou partie de ce crédit dans 1 an, ou alors tout ou partie, je l'amortis jusqu'à 5 ans avec un taux qu'on connaîtra d'ici 6-9 mois, en plus de la garantie de l'État. Voilà. Alors, ce prêt garanti par l'État, par exemple, Nicolas, vous l'avez utilisé dans votre société? Oui, absolument. On a des dossiers qui sont en cours d'instruction avec déjà des réponses positives. Quelle a été votre démarche par rapport à cette demande? Est-ce que vous vous êtes dit je vais prendre le maximum parce que voilà, autant prendre le maximum des 25%, ou au contraire, vous avez été plutôt en analyse par rapport à ça, justement en ayant en tête ce que disait Benoît, en disant mais de toute façon, c'est une dette qui va se rajouter à mon endettement et à un moment donné, il va falloir rembourser tout ça? Oui, tout à fait, Jean-Claude. Je crois qu'une dette, quelle qu'elle soit, doit être gérée comme un atout pour l'entreprise. C'est-à-dire, on a la possibilité d'emprunter, donc d'investir, et donc il appartient à chaque dirigeant de savoir ce qu'il veut en faire. En ce qui nous concerne, on a décidé d'être raisonnable sur le PGE pour justement faire face à la difficulté qu'on va rencontrer sur 2020, parce que clairement, on va avoir une perte opérationnelle qui est claire et nette. Et ensuite, d'essayer quand même d'y aller par étapes. Donc, en mobilisant qu'une partie de notre éligibilité aujourd'hui pour refaire un point de mesure à la rentrée, puisque je pense que ce sera abordé après. Tout à l'heure, Philippe l'a bien expliqué. Aujourd'hui, on a été beaucoup aidé par l'outil qui est financier, mais également le conseil qui est extra-financier. Et moi, je tiens vraiment à le souligner. Tous les outils qui ont été mis en place aujourd'hui
Ce sont des outils, mais il y a eu énormément d'extra-financiers autour de tout ça, au niveau des banques et de tous les écosystèmes autour de nous. Maintenant, le déconfinement arrive et là, on va vraiment voir, on va commencer à voir véritablement quel a été l'impact de la crise sur nos marchés et sur les différentes filières. Et donc, nous, on a joué la stratégie de faire face au court terme et de refaire le point un peu plus tard dans le courant de l'année et en même temps de se mobiliser dans les process pour faire en sorte que Bulan soit plus à même l'an prochain de faire face à plus de dettes puisqu'elle aura cette dette supplémentaire. Et vous avez utilisé d'autres moyens, type télétravail, chômage partiel, en complément? Oui, tout à fait. On a un petit peu utilisé de tout, j'ai envie de dire, de façon adaptative et modulaire. C'est-à-dire on s'est dit qu'on allait essayer de coller à la réalité et de dépenser ce qu'il fallait dépenser et de mobiliser les aides qui correspondaient à des réalités. Voilà. Donc, quand on a pu télétravailler, on l'a fait. Quand on n'a pas pu produire nos machines, on s'est mis en chômage partiel. On a quasiment utilisé tous les outils, mais de façon adaptative et modulaire. Alors, je reviens, j'aurais dû la poser avant, mais tant pis, je reviens un petit peu en arrière puisque les banquiers sont là. Comment ça s'est passé justement avec la relation avec vos banquiers? Est-ce que c'est vous qui êtes arrivé avec votre projet ficelé ou au contraire, vous vous êtes appuyé sur leurs conseils avisés? Alors, je crois que la crise aura eu ça de positif que de resserrer beaucoup de liens. Je crois qu'on n'a pas pu se voir pendant tout ce temps et du coup, on s'est beaucoup parlé et on s'est beaucoup appelé. Du coup, je crois que les banques et les entreprises sont plus que jamais resserrées et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif, je pense. Mais également, derrière les entreprises, voilà, tout l'accompagnement et l'expertise de l'expert comptable jusqu'à l'incubateur, en passant par les accélérateurs, en passant par les réseaux d'entrepreneurs également. Tout ça, ça nous a resserrés et je crois qu'on a tous pris la mesure positive de l'importance de travailler tous ensemble en solidarité et en confiance. Ça, c'est vraiment, moi, le point sur lequel je veux insister parce que la sortie de crise, je l'espère, restera sur ces points de confiance et de solidarité. C'est ce qui permettra la relance. Philippe Labrousse, vous écoutez Nicolas Gérès, donc patron d'une entreprise innovante. Est-ce que vous retrouvez dans ce qu'il a dit? Est-ce que les experts comptables comment ils ont géré ça justement? Comment vous avez géré ça avec vos clients, ce besoin de trésorerie urgent qu'il fallait mettre en place dans des conditions effectivement qu'on a vues qui étaient très dures, quoi, finalement. Je réponds à votre question, mais juste avant, je voudrais quand même revenir un peu sur ce que disait Benoît Viguier, parce que je pense qu'effectivement, quand même, un point fort dans cette crise, c'est qu'on a un système financier qui est solide, et il faut le dire aujourd'hui, parce que il s'est bien restructuré après la crise de 2008, et qu'aujourd'hui, il est là et il tient le coup. C'est important. Et encore une fois, pour dire ce que n'a pas dit Benoît, c'est-à-dire que les 0,25 du PGE, c'est le coût de la garantie. Il faut savoir que les ne prennent rien comme taux. Ce n'est pas un taux de crédit, hein, c'est le coût de la garantie de la BPI, mais qu'a priori, il n'y a pas de taux pour la première année. Hein, et donc, s'il est consolidé après, il y aura effectivement un taux bancaire qui sera calculé à ce moment-là. Mais sur cette première année, c'est une avance de trésorerie à 0,25. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Nicolas, effectivement, le PGE en tant que tel, il faut quand même le ramener un peu à son objectif. C'est quand même un produit fait pour générer du cash et pour faire. Moi, je le vois pas très bien pour de l'investissement et j'ai dissuadé certains de mes clients dans mon microcosme de cabinet à l'envisager pour de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, à moyen terme, je pense qu'on peut faire peut-être beaucoup mieux que les taux qu'on aura après sur le PGE, peut-être dans. D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais c'est pas son objet d'ailleurs. Et c'est pas son objet. Voilà. Donc moi, je pense que l'objet, c'est le cash. De toute manière, en situation de crise, il faut gérer le cash. C'est du pilotage à très court terme. Et il faut effectivement gérer ce cash et que le PGE s'était fait essentiellement pour injecter de la trésorerie dans les entreprises et qu'on n'arrête pas ce sur quoi l'économie française vit, c'est-à-dire le crédit interentreprise. Parce que n'oublions pas que, je ne sais pas, mais les rapports entre le crédit bancaire à court terme et le crédit entreprise, ça doit être de 1 à 7, quoi. Le crédit entreprise fait tenir tout le monde. Donc, si quelque part, parce que des entreprises n'honorent pas leurs dettes, on va avoir des défaillances en chaîne. Donc, le PGE était fait
pour introduire du cash, du carburant dans le véhicule économie et lui permettre de continuer à vivre. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. À partir de là, c'est sûr que de toute manière, nous, on a toujours été, vous le savez, Jean-Claude, puisqu'on en a parlé bien avant, et on a toujours voulu que l'expert comptable soit avant tout un conseil d'entreprise, et on s'est toujours inscrit dans le temps. Et on dit que notre plus grande fierté, c'est d'avoir des clients qu'on a vus naître et qu'on suit 20 ans après ou 25 ans après. Hein. Et donc, dans cette démarche d'accompagnement, eh ben, la crise, elle ne pouvait trouver qu'à amplifier notre démarche. Alors, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous l'évoquiez tout à l'heure, Philippe, c'est la nouvelle relation qu'il y a eu privé-public. Ça, c'est quelque chose qui vous a marqué et que vous vouliez souligner. Oui, ben, je pense que là, alors, on parle des relations avec les banquiers, avec les entreprises et tout, mais elle est vraie aussi, elle a été vraie aussi avec tout ce qui est les administrations et le gouvernement. Donc, parce que en région, on a retrouvé la DIREC, la DGFiP, les URSSAF, les préfets de département et les préfets de région. Et là, il y a eu effectivement l'organisation de cellules, alors qu'on a appelé cellules de continuité économique, tout ça, sur lequel tous les acteurs économiques se sont retrouvés pour travailler ensemble. Donc, et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu de nouveau. Et je pense même que c'est quelque chose qu'il faudra amplifier à la sortie parce que la relation beaucoup plus étroite entre toute la sphère publique et la sphère privée. Et la sphère privée, c'est les banquiers, c'est les experts comptables, c'est les autres conseils d'entreprise, je pense à nos amis avocats et tout ça au profit de l'économie. Alors justement, vous évoquez les avocats, ça me permet de donner la parole à Pierre-Laurent Humbert, justement sur l'aspect professionnel. Est-ce que, Pierre-Laurent, vous vous retrouvez dans ce qui a été dit dans votre secteur particulier au niveau des professionnels? Donc, quand on dit professionnels, c'est les artisans, les professions libérales, etc. Donc, est-ce que la problématique était la même à résoudre? Ben, la problématique, oui, moi je rejoins tout ce qui a été dit là, hein, et par Philippe Lamoureux, bien évidemment. Première chose, déjà, oui, c'est grâce à cet échange, à ces échanges renforcés, à cette solidarité qui était nécessaire, indispensable, hein, pour sauver notre économie locale. Ça, je ne peux que m'y retrouver. Après, sur le segment des professionnels, on arrive à une phase où il faut aller vraiment dans le détail. Vous parlez des avocats. Les avocats, ils sont dans une situation où, après un mouvement dans leur profession, hein, qui a duré plusieurs mois, un mouvement de grève, et on entre dans la période du Covid et puis on va entrer dans les vacances judiciaires. Donc, bien évidemment, moi, je pense qu'on va arriver dans une phase au niveau des professionnels où il va falloir faire au cas par cas, de façon vraiment chirurgicale. On ne peut plus parler simplement des professions libérales, hein, et nos agences professions libérales, et tous nos collaborateurs nous le disent très bien. Il va falloir maintenant accompagner plus que jamais, comme on l'a déjà fait, mais au cas par cas. Les professions médicales ont été touchées, elles vivront à l'avenir une situation différente, et on peut élargir ça à d'autres professionnels. Vous prenez la viticulture, où on a beaucoup de clients dans la viticulture. La situation des caves privées est différente des caves coopératives, où on se rend compte qu'il y a un stock qui n'a pas été écoulé et les vendanges arrivent bientôt. Les caves privées, elles, eh bien, avec bien évidemment ce qui se passe au niveau de l'export ou encore au niveau des cafés, hôtellerie, restauration, vivent une autre histoire et une autre forme de crise. Donc moi, je pense qu'il est important de souligner, notamment, je pense, sur les professionnels, enfin moi je le vis au quotidien avec les collaborateurs, les agences et nos clients, c'est qu'en fait, cette crise, elle impacte de façon différente et avec un timing différent. Donc, alors, est-ce que ça veut dire, Pierre-Laurent, que vous apportez des réponses différentes finalement? Est-ce que vous avez des produits qui s'adaptent plus ou moins en fonction de ce que vous rencontrez comme difficulté auprès des entreprises? Moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, Jean-Claude, on est passé par ce qui a été évoqué là, le report des prêts, le PGE, puisque bien évidemment les professionnels en ont aussi bénéficié. Maintenant, on va adapter notre réponse, je vous dis, au cas par cas. Et il est difficile de répondre de façon générale, parce que chaque situation va s'analyser. Une petite précision aussi quand même, je voudrais juste faire cette précision par rapport au PGE.
Parce que quand on a mis en place les PGE, rappelons-nous aussi, je fais juste la parenthèse, mais ça n'a pas été dit, que ça a été de la new money. Hein. C'est un engagement supplémentaire. Hein. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser à croire que les banquiers ont pensé que cet engagement allait se substituer à un autre. Au contraire, on a reconduit nos lignes de crédit court terme et le PGE est venu en plus. Maintenant, on va prendre au cas par cas et c'est pour ça que la proactivité, la solidarité entre toutes les banquiers en général, et puis on le voit bien, les experts comptables, la Chambre des métiers, les CCI est très très important parce que maintenant on va devoir faire vraiment des approches chirurgicales, pour ne pas dire sur des sous-segments et aux clients. Ça c'est très très important. Donc, alors, juste pour rejoindre ce que disait Pierre Laurent, le confinement c'était une approche générale, il n'y a pas eu de souci. Le déconfinement et la reprise d'activité, c'est obligatoirement par secteur et effectivement par secteur professionnel. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors justement, j'ai une question sur un secteur particulier, sur une activité particulière. Et la région, il y en a beaucoup qui sont concernés par ça. C'est le milieu des startups. Est-ce qu'on peut craindre que ça pose problème aujourd'hui encore plus pour les startups au niveau du financement? Est-ce que les startups vont être les grandes perdantes de cette crise actuelle? Benoît. Ouais, je crois. Bon, bien sûr qu'il il peut pas y avoir de réponse globale et massive à aujourd'hui. Je crois que et pour prolonger ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de startups, Nicolas nous en parlera, des PME innovantes qui vont plutôt être Covid résistantes à notre sens parce qu'elles sont sur le secteur de la santé, du digital, de l'agro, du numérique, des télécommunications, de la green tech, de l'énergie. Donc là-dessus, la demande sera là. Il est évident qu'il y a des startups qui vont être liées à des secteurs comme l'aéro où ça va être plus compliqué. Nous, notre sujet sans doute aujourd'hui, c'est les startups qui sont en B2C. Bon, voilà. Là, c'est évident qu'il y a peut-être des demandes qui vont être plus compliquées. Mais à l'intérieur de ce secteur du B2C, il y a des grandes entreprises qui vont se dire qu'il va y avoir des opportunités pour des outils numériques, en termes de charge, de connexion avec leurs clients, etc. Donc là aussi, il y aura des opportunités. Plus globalement, c'est évident qu'on se dit qu'il y avait peut-être aussi une valorisation excessive. Tous les acteurs se le disaient depuis des mois et des mois. Donc, cette liquidité, moi, le risque que je vois aujourd'hui, c'est-à-dire que de la liquidité, il y en aura. Il ne faudra pas qu'il y ait un surinvestissement peut-être sur certains secteurs au détriment d'autres. On ne l'a pas beaucoup dit, mais c'est évident que la transition écologique ne doit pas être le grand perdant de cette crise-là. Et d'autant plus, il faudra être vigilant et que cette crise, sans rentrer dans de grands débats, bien évidemment qu'elle a aussi à voir avec la transition écologique. Donc ça, on le gardera en tête et ça va être un axe fort de cette sortie de crise. Philippe, Nicolas, vous partagez ce sentiment? Oui, moi, une minute. Il y a un élément quand même fort dont on n'a pas parlé, mais c'est les ménages. Et au mois de mars, je crois que leur épargne a triplé par rapport au mois de février, c'est-à-dire qu'elle a représenté 20 milliards d'euros au lieu de 6 milliards habituellement mensuellement. Donc les pas de laine ont augmenté. 55 milliards, si je pardon, 55 milliards. Donc c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, il y a un énorme réservoir. Le problème, ça va être dans les mesures finalement d'accompagnement du déconfinement derrière et le plan de relance qu'il y aura. Comment on va pouvoir aller chercher une partie de cette épargne? C'est ça que moi, j'attends de voir parce que je pense si on va chercher une partie de cette épargne pour les entreprises et notamment aussi pour les startups, on a une chance de ça peut faire partie des solutions, effectivement, Philippe Lamouron. Nicolas, juste deux mots peut-être pour réagir à ce qui a été dit sur les startups. Pour réagir, oui, effectivement. Donc, je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, on va passer d'un contexte général dont le PGE était vraiment lié à un contexte conjoncturel général. Maintenant, on va rentrer dans le cas par cas. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on sorte de cette crise exactement comme on l'a traversée tous ensemble et dans la confiance. Il ne faut pas qu'il y ait de crise de confiance derrière cette crise sanitaire parce qu'on parle de la crise sanitaire à la crise économique, mais entre les deux, il ne faut pas qu'il y ait une crise de confiance, et notamment pour les entreprises qui innovent et qui ont besoin, elles sont musclées, elles sont dotées de capacités de créativité, d'audace, de talent, de compétences pour justement
grandir et aller vite, mais elles ont besoin de cash. Et là-dessus, il faudrait qu'on reste dans le même état d'esprit que pendant la crise finalement. Le mot me plaît, Nicolas, confiance, parce que c'est la question qui arrive et qui fait partie aussi de tout ça et de la confiance en particulier. On le sait, il y a des critères, n'est-ce pas, messieurs, pour analyser les bilans. Effectivement, là, on est face à une situation où la majorité des entreprises vont avoir des bilans affreux. Voilà, pour utiliser un mot gentil. Comment vous allez faire l'analyse bilancielle à partir de là? Est-ce que vous allez avoir des indices de pondération au niveau de la banque? Est-ce que vous en discutez aujourd'hui? Et plus loin que ça, en écho, est-ce que avec la Banque de France et sa fameuse notation, est-ce qu'il y a des discussions qui sont engagées pour dire finalement on pourrait faire une année blanche là aujourd'hui parce que ça va être quasi impossible d'analyser les bilans des entreprises avec les mêmes ratios d'avant la crise. Benoît, peut-être. Alors, oui, bon, juste un chiffre pour bien, j'allais dire, encadrer les choses. Classiquement, dans les analyses, on s'intéresse pas mal à la dette sur le BE ou sur les EBITDA. Et on se dit que 6 ans, c'est pas mal. Il y a un chiffre qui est sorti au niveau national. Si on prend ce ratio-là avec 8 ans, ça veut dire ça veut dire que là, il y a 20% des entreprises qui sont en situation de stress financier avant la crise. Moi, là-dessus, bien évidemment qu'il ne peut pas y avoir de réponse. Mais s'il y a un élément, je crois, excessivement important de ce webinaire qu'on est en train de faire, c'est celui-là. Ça veut dire que nous, dès cette semaine, on a commencé à mettre des groupes de travail largement en anticipation, de dire comment culturellement, parce qu'il faut bien se mettre dans la tête, là, il y a une révolution copernicienne. C'est pas un petit mouvement. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude depuis 20 ans, 30 ans d'analyser des bilans, beaucoup sur le passé, etc. Donc, au niveau des banques, et là, pareil, c'est un discours, je pense, bien évident que les experts comptables seront en première ligne, nous allons être en première ligne, et les entreprises aussi. Ça veut dire qu'il est évident que pour nous, eh bien, il va falloir se projeter. Ça veut dire que la réalité court terme de l'entreprise ne pourra pas du tout être le seul critère de continuer ou pas à accompagner les entreprises. Ça nécessitera aussi de la part des entreprises, et ça, moi, je pense qu'il y a un vrai accompagnement à faire, de dire, ben, il va falloir que pour certaines entreprises, il y ait une culture du contrôle de gestion beaucoup plus développée. C'est évident. Il va falloir qu'on partage des choses. Il y a un storytelling qui va devoir être mis en place pour que on puisse donner à voir, et encore une fois, j'insiste, donner à voir dans une période d'incertitude. Mais c'est vraiment, là, je crois, pour nous, le grand défi qui nous attend. Voilà. Pas uniquement le passé, pas uniquement le présent, et aussi beaucoup le futur, et comment l'entreprise peut réagir. Il va y avoir la question des charges, comment je peux variabiliser mes charges aussi en fonction de mon chiffre d'affaires, etc. Donc là, il y a un chantier très, très important et passionnant à mettre en œuvre. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans cette nouvelle vision voilà, le regard sur l'entreprise, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous travaillez là-dessus, est-ce que c'est, travailler dessus, peut-être pas encore aujourd'hui, mais est-ce que c'est possible demain d'imaginer que ce PGE se transforme en capital ou bien d'une autre façon, en empreinte d'État ou autre, remonte en haut de bilan, Philippe Lamoureux? C'est une proposition qu'on a faite puisqu'on nous a demandé de faire remonter des propositions pour l'éventuel plan de relance. Et effectivement, c'est une proposition qu'on a faite de le transformer en emprunt d'État éventuellement sur 10 ans à 0,25% avec éventuellement une prime de remboursement à l'issue de 10%, par exemple. Ça pourrait très bien s'envisager aussi comme ça. Et le remonter effectivement en quasi-fonds propres. Donc, ça serait une bonne solution, une solution qui permettrait de sécuriser les entreprises, de sécuriser le monde de la finance, mais je ne suis pas sûr qu'au niveau macroéconomique, le gouvernement puisse le faire. Voilà, donc je pense qu'il va falloir qu'on invente entre nous sur le terrain d'autres mesures et d'autres prismes de lecture. Et là, c'est un travail commun qu'on devra faire avec les entreprises.
Alors justement, vous dites d'autres mesures à prendre. Comment vous préparez, Pierre-Laurent, aujourd'hui à cette reprise? Est-ce que, puisqu'il y a eu cet accompagnement durant le confinement, on va en sortir? On évoquait tout à l'heure l'activité de Nicolas avec toute l'innovation qu'il fait dans son entreprise. Est-ce que demain, vous allez quand même mettre en place des process pour permettre aux entrepreneurs, justement, de pouvoir avoir recours à des prêts pour innover? Parce que peut-être faudra-t-il encore plus innover à la sortie de la crise. Est-ce que déjà vous réfléchissez à ça? Est-ce que c'est déjà prêt? Alors, on y réfléchit bien évidemment, hein. Déjà, on réfléchit aussi à notre mode de fonctionnement là, à partir du 11, hein, parce que c'était quand même l'impératif. Au départ, on pouvait penser que le 11, tout allait changer, et puis progressivement, on a bien vu que l'horizon, on parle de déconfinement, mais on parle avant tout d'une nouvelle étape à partir du 11. Le 11, tout ne va pas changer. Donc, ça veut dire qu'on va s'inscrire dans un fonctionnement qui se rapproche à celui d'aujourd'hui. Juste une petite parenthèse, mais avant de parler aussi des mesures d'accompagnement, on se pose beaucoup de questions. On est en mai. Quid de la saison touristique dans notre région quand même? C'est une question essentielle. Pourquoi? Parce qu'à partir de début juin, on va avoir de nouvelles informations, avec un choix à faire aussi pour certaines structures, de dire finalement, je m'inscris dans la saison ou finalement, je n'ouvrirai pas. On peut se poser cette question-là. Et aujourd'hui, c'est une grosse question pour nous parce que nous avons beaucoup de clients professionnels qui sont bien évidemment dans une situation, qui travaillent dans le tourisme, l'hôtellerie, la restauration et avec lesquels on échange beaucoup. Et avec tout ce qui gravite autour, nos artisans commerçants qui vont être touchés. Donc oui, on est sur ces réflexions, Benoît pourra compléter, mais aujourd'hui, on est surtout encore sur beaucoup d'incertitudes par rapport à ce qui va arriver, et c'est pour ça qu'on en revient toujours, hein, on étudie au cas par cas, et oui, il y aura des financements innovants, mais gardons à l'idée que pour moi, le début juin va être déterminant dans notre région et pour nous, pour nos clients. Ça, c'est évident. Très bien, merci. On arrive au terme quasiment de cette émission. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire encore une fois, un tour d'écran, hein, je vais appeler ça comme ça, pour voir un petit peu quel enseignement finalement vous tirez de cette crise et comment peut-être, alors sans dire qu'on a parlé de côté positif, si, mais voilà, de dire quels sont les enseignements que vous voyez à titre particulier pour votre métier, pour l'économie, voilà. Donc peut-être en commençant par Nicolas. Oui, écoutez, je suis l'optimiste, alors c'est ça. Non, on l'est tous. Je pense que l'impulsion que l'État va donner sur les plans de relance va être déterminante parce que c'est ça qui va donner l'impulsion de la confiance sur tel ou tel secteur. On a parlé des clean tech, bien sûr, dans lequel on est, mais la santé, toutes les relocalisations industrielles aussi me tiennent beaucoup à cœur parce qu'on a bien vu que l'industrie en France méritait d'être un peu plus consolidée. Donc, je pense que je suis assez confiant sur le fait que l'État va envoyer des bonnes impulsions de confiance pour que derrière toute la confiance puisse se préserver, même pourquoi pas s'amplifier, que ça ne devienne pas une crise de confiance. Après, effectivement, je rejoins Pierre-Laurent sur les filières vraiment impactées. Benoît l'a cité aussi, les filières aéronautiques, les filières touristiques, l'événementiel. Je pense beaucoup à des sociétés en événementiel où là, effectivement, ça va être plus compliqué. Philippe? Alors, de manière globale, moi j'ai une analyse négative qui va être de dire, dans un premier temps, on va avoir de la casse en fin d'année, c'est évident. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu m'as demandé s'il y avait eu des dépôts de bilan, il n'y en a pas, mais on en aura. Il ne faut pas se prendre la face. Et nous, on a déjà fait des projections et dans nos cabinets, on a malheureusement aussi fait des projections. Donc, on va la voir. Il va falloir la gérer, mais on va la voir, c'est évident. Par contre, l'élément positif derrière, et ça, j'y tiens, c'est qu'on a beaucoup parlé et on a beaucoup monté au nu, à juste raison, tout notre personnel, et on a découvert notre personnel hospitalier à travers la crise sanitaire. Je pense que la France va retrouver à travers la crise économique qu'elle a des chefs d'entreprise de valeur et que que l'entreprise est quelque chose d'important et qu'elle fait vivre toute je dirais, notre société française.
Et je pense qu'à la sortie, l'élément pour moi positif macroéconomique, c'est qu'on va donner du sens à l'entreprise et on va reconnaître le chef d'entreprise qui jusqu'à maintenant, on peut le dire, était souvent un petit peu déconsidéré et était souvent considéré plutôt comme un exploiteur, comme les caricatures de Daumier avec un haut chapeau et un gros cigare. Et je pense que l'entreprise en sort très renforcée et qu'on va arriver à construire dessus. Voilà. Merci Philippe. Pierre-Laurent? Moi, je rejoins bien sûr, ce que dit Philippe et ce que dit Nicolas. Je pense que Philippe a abordé tout à l'heure ce webinaire avec la notion de coma artificiel, hein, que l'État aujourd'hui, avec ses aides, nous permet de tenir à bout de bras les entreprises. Hein. Quid de ce qui va se passer en septembre, hein. L'État devra prendre des décisions, hein, c'est ce que dit Nicolas. Moi, j'espère que ces décisions seront les bonnes, qu'on continuera. Après, moi, je pense qu'en tant que banquier, vraiment, on a vécu là une période, Benoît l'a dit, en 2008, on était à l'origine du problème. En 2020, on est en pleine solution. Je pense qu'il faut avoir cette fierté-là à la sortie de cette crise. Oui, il y aura certainement de la casse. Oui, mais on aura fait le maximum pour accompagner, avec des mesures bien sûr portées par le gouvernement, avec des mesures plus locales de la région, avec nos propres expertises. Et puis, on va vivre ainsi. Mais je pense qu'il est très, très important aussi de sortir avec, oui, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui, auront, comme le dit Philippe, leur image, entre guillemets, un peu redorée. Et j'espère vraiment, pour les banquiers et pour tous les collaborateurs, une certaine fierté. Merci Pierre-Laurent. Benoît, pour le… Oui, moi je pense, bon, je ne reviens pas, c'est évident, ça va être compliqué. Voilà. Moi, je pense que là, il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, je voudrais dire très égoïstement, à titre personnel et pour les collaborateurs, c'est la chance de travailler avec des dirigeants qui, malgré les difficultés, Nicolas, je crois, en est un exemple parmi d'autres, hein, bien évidemment, que vous êtes nombreux, on les a au téléphone. Ce que tu disais tout à l'heure, on ne se voit plus et pourtant, il n'y a jamais eu peut-être aussi de contact. Donc ça, moi, c'est quand même des choses qu'il faut quand même qu'on garde en tête. Voilà, ils sont inspirants parce qu'ils continuent à se battre, ils continuent d'avancer, ils continuent à trouver des solutions. Donc pour nous, bien évidemment, la proactivité, il va falloir la garder. Moi, j'insiste beaucoup sur la valeur ajoutée, la compétence qui est la nôtre et qui devra se renouveler, encore une fois, dans ce monde incertain. On l'a dit beaucoup, Nicolas l'a dit, solidairement et collectivement. C'est évident qu'il n'y a personne qui s'en sortira tout seul dans son coin. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Beaucoup d'humilité par rapport aux solutions et aux moyens, parce qu'on va les découvrir. Voilà. Et moi, je voudrais terminer par une citation de Romain Rolland qui m'accompagne depuis longtemps. C'est le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Voilà. Je crois qu'elle résume beaucoup de choses par rapport au temps à venir. Formidable phrase. Alors, messieurs, juste, je pourrais dire un tout petit mot pour terminer sur quelque chose qui me tient à cœur, et d'autant plus dans la crise, c'est que la proximité territoriale est primordiale dans les temps de crise. Et là, on a tendance à l'oublier. Tu sais que ça me tient à cœur parce qu'on va nous envoyer à Toulouse et je le regrette. Et je pense qu'on fait une erreur et actuellement, cette période le montre bien. Et c'est cette collaboration sur les proximités territoriales et on voit les maires qui reprennent des couleurs, on rebondit sur les CCI aussi et tout ça. Donc, on a besoin de ce maillage territorial. Ne nous cassons pas ce maillage territorial. Voilà. Nos territoires et les locales sortiront les grands vainqueurs de cette crise-là aussi, j'en suis persuadé. Ouais, c'est sûr. Tout à fait. L'écosystème. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Je suis persuadé que vous avez donné de l'allant à tous ceux qui nous regardaient aujourd'hui. Désolé, on n'a pas trop pu prendre les questions parce que je pense qu'on a été complet aussi quand même. Donc voilà, merci à la Banque Populaire de nous avoir du Sud pour nous avoir accompagnés pour ce webinaire. Je voudrais remercier bien sûr l'ensemble des équipes de la Tribune à Montpellier et à Paris, et les équipes techniques de Plug and Play aussi. Voilà, c'est la fin. Donc portez-vous tous bien
Et à très bientôt. Et suivez-nous sur la tribune en vous abonnant aussi, puisque vous l'avez vu, on est passé en modèle. Nous aussi, on transforme notre modèle aussi. Et maintenant, pour lire la tribune sur l'ensemble de nos canaux, il faut payer. Et c'est ça aussi la révolution qu'on essaye d'apporter aussi dans l'esprit de nos lecteurs entrepreneurs. Merci à tous. Passez du bon temps. Merci à vous. Et Merci, bonne soirée. lundi. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.